Mosaïque. Bonjour auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à l'émission Mosaïque. Le Burundi est la cible de quelques catastrophes naturelles. La mairie de Bujumbura est la localité qui a connu et qui continue à connaître des grandes catastrophes qui ont endeuillé des fois certaines familles. Aujourd'hui, les habitants de la capitale sont habitués à des pluies diluviennes qui sont à l'origine de plusieurs ravins qui menacent certains ménages des quartiers de Bujumbura, notamment la localité appelée communément Tchétchénie en zone de Musaga, les rives des rivières Nahangwa et Kanyosha qui s'agrandissent du jour au jour pour n'en citer que cela. Ces derniers jours, une fissure est apparue au quartier d'Ouinerekwa, dans la commune de Nahangwa, au nord de la capitale, où plusieurs familles ont été sommées de déménager dans l'immédiat. Un plan de contingence nationale de gestion des urgences a été révisé en 2015 pour parer à toutes ces catastrophes. Cependant, certains vont jusqu'à accuser le gouvernement de ne pas se préoccuper des risques encourus par la population alors qu'il devrait prévenir avant que le pire ne se réalise. D'autres trouvent que la prévention des risques est un travail qui concerne toute la population. Entre les intérêts qui peuvent paraître divergents, le danger pèse toujours sur les habitants de la ville de Bujumbura. Comment appréciez-vous les efforts des uns et des autres, dont le gouvernement, dans la contingence de ces catastrophes, surtout en mairie de Bujumbura? Quels sont les défis pour une telle contingence? Que faire pour contenir les risques liés aux catastrophes en mairie de Bujumbura? Voici les grandes questions auxquelles seront conviés nos invités dans ce débat de mosaïque qui sont au nombre de 3. Nous accueillons Omer Nyongoro, directeur général en charge de l'aménagement du territoire. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Je vous salue. Nous accueillons également commissaire de police Antoine Nemako, directeur général de la protection civile et président de la plateforme nationale de la prévention des risques des catastrophes. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci. Nous sommes aussi avec ambassadeur Albert Mbonelane, expert en environnement et activiste écologiste. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci. À la réalisation de l'émission Mosaïque, Laurence Vitalio, Erika Dogo assure la réalisation, Pacifique Chouahiro au micro de Mosaïque. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Sans tarder, commissaire de police Antoine Nemako, aujourd'hui vous présidez la plateforme nationale de prévention des risques et des catastrophes. Comment appréciez-vous les efforts des uns et des autres? Ici, souvent, on cite le gouvernement par rapport à la contingence de ces catastrophes. Merci beaucoup. Les efforts sont faits par le gouvernement et sont appréciables jusqu'à nouvel ordre. Il y a déjà un cadre institutionnel qui a été mis depuis 2007, c'est-à-dire qu'il y a eu un cadre dans lequel ça fonctionne pour la gestion des catastrophes. Il y a une plateforme nationale de prévention des risques et de gestion de catastrophes composée par des points focaux des ministères, différents ministères qui ont dans les missions la réduction des catastrophes. Ils sont appuyés par les représentants des agences des Nations Unies et avec des institutions spécialisées comme l'université et l'IGEBU pour le partage d'informations sur le changement climatique. Également avec la société civile, les ONG nationales et internationales. Et au niveau des capacités également, il y a des efforts. Il y a des efforts qui sont faits. Et il y a au niveau du cadre légal, il y a des codes qui ont été mis en place par le gouvernement. Il y a le code de l'eau, le code de l'environnement, et ainsi de suite. Il y a également des équipements. Ce n'est pas encore suffisant, mais ça continue. Mais il y a encore à faire naturellement. Et au niveau des outils, le gouvernement a mis en place une stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe
qui court de 2018 à 2025, qui remplace le précédent qui mettait en œuvre un cadre mondial de réduction de catastrophes qu'on appelle le cadre de Hyogo. Maintenant, depuis 2015 à 2030, il y a un autre cadre mondial qui est le cadre de Sendai. Donc, cette nouvelle stratégie a été adoptée par le gouvernement. On comprend qu'au niveau institutionnel, au niveau légal, et même par rapport à l'organisation, vous avez plusieurs outils, mais également plusieurs organes pour contenir les risques des catastrophes. Mais concrètement, si nous restons sur la capitale, Bujumbura, on remarque que dans plusieurs endroits, il y a des risques ou des situations qui sont déjà produites et qui finalement appellent la conscience des uns des autres par rapport aux catastrophes. Aujourd'hui, si l'on parle des rives de Nahangwa, si l'on parle des ravins de Tchétchénie, concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ok, merci. C'est vrai, au niveau du profil des risques, les risques majeurs identifiés ici au Burundi d'abord, en général, c'est les inondations et les glissements de terrain. Et donc, ça a un impact ici à Bujumbura particulièrement. Et par rapport aux rivières qui passent par la capitale, c'est plus ou moins prononcé par rapport à d'autres régions. Pourquoi? Il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes dues à la main de l'homme. Dues à la main de l'homme, une occupation d'abord des hauteurs, le déboisement prononcé de ces hauteurs, également certains aménagements des quartiers. Il y a, vous savez que la mairie fait frontière avec Bujumbura, c'est ce qu'on appelle Bujumbura-Rural. Apparemment, les gens cherchent à occuper. Ils précèdent les services d'urbanisme et occupent de façon plus ou moins anarchique sans qu'il y ait des études préalables pour la prévention. Pas d'études géologiques, naturellement. Peut-être qu'on n'avait pas l'habitude d'en voir cela. Vous avez évoqué un problème d'introduction qui s'est remarqué, c'est un phénomène récent où il y a une fissuration, une fissure d'une corine ou une télé, quoi. La cause, les experts peuvent le dire mieux que moi, c'est dû à cette occupation qui n'a pas été peut-être étudiée à l'avance. Donc, l'eau n'a pas su où aller. Donc, vous savez, la force de l'eau. Donc, il y a eu ce sol qui a été déstabilisé. Et par rapport à ces rivières, également, c'est le problème d'occupation également qui n'a pas été respecté, le code de l'eau. Donc, vous savez que le code de l'eau est imposé à ce que on donne une distance minimale de 15 ou de 25 mètres, je crois, si je me rappelle bien, et par rapport au lac Tanganyika également. Il y a ce problème également. Ça a été, peut-être, c'est venu, hein, le code aurait venu peut-être après qu'on ait déjà occupé, je ne sais pas, mais il faut peut-être que cet appel soit une sensibilisation pour que, au moins, on puisse se respecter. À bien vous entendre, il y a un risque qui est naturel auquel c'est difficile d'échapper, mais il y a l'effort de l'homme pour aider à ce que ce risque ne puisse pas faire autant de dégâts que nous le constatons tantôt. Je passe la parole à Omer Nyonguru, directeur général en chef de l'aménagement du territoire. Lorsqu'on parle des rives, notamment de Nahangwa ou certains endroits où les gens, après avoir construit des maisons, se disent qu'ils sont victimes ou menacés par des ravins qui s'écroulent du jour au jour, notamment à Nahangwa. Et vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ces endroits ne soient pas porteurs de risques et que vous parvenez à interdire les gens d'ériger des constructions qui ne sont pas autorisées par votre direction? Bon, merci de la question. Premièrement, je dirais que je suis avec la population qui a été victime de ces éboulements. Vous comprenez qu'ils sont dans des situations très déplorables, mais ce n'est pas une profanation, ce sont des faits qui sont naturels, qu'il ne faut pas comprendre que c'est la fin de leur vie. Alors, vous venez de poser la question concernant
les occupations tout près des rives de Nangwa, c'est pas Nangwa seulement. Il y a à comprendre que il y a la combinaison de plusieurs facteurs. Il y a la rivière du Nipar, il y a la géomorphologie de notre part, il y a aussi l'action de l'homme comme on vient de le dire. Pour comprendre que si vous voyez ces phénomènes qui sont là, c'est pas la fin du monde, mais c'est déplorable. À toutes ces actions, à tous ces phénomènes, beaucoup d'efforts ont été faits, surtout au niveau du gouvernement. Et je pense que M. Mbonelane va quand même en dire beaucoup de choses. Et le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour quand même pallier à certains problèmes. Ici, je vais dire, il y a des textes de loi qui ont été mis en place pour effectivement corriger ces problèmes, ces erreurs. Donc nous avons le code de Doro. Et le code de Doro, il est clair. Donc quand on dit que il faut respecter au moins 25 mètres, c'est pas par rapport au liminaire, c'est par rapport au limagère. Donc l'imagère, c'est concrètement, chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire là où donc il y a l'inondation causée par la rivière. Donc là où l'eau est arrivée, donc au niveau quand il y a l'inondation causée par cette rivière. Alors vous comprenez que si on respecte réellement la loi, les problèmes ne seraient pas majeurs. Donc aussi l'action de Rome. Non, nous passons, tout le monde, nous voyons qu'il y a l'extraction des graviers, du sable. Avec ce dérangement, il y a des problèmes qui se remarquent quand la pluie tombe. Aussi, donc vous voyez que la ville de Bujumbura, c'est une ville qui est en aval, qui se reprend en aval des collines qui se reprend la ville de Bujumbura. Et au niveau de ces collines, ce sont des collines qui sont habitées. Et là, il y a l'action de Rome. Donc vous comprenez que c'est presque donc une zone qui est dénudée. Quand la pluie tombe, il y a le départ du sol qui va causer des dégâts au niveau de la ville. Est-ce que l'action gouvernementale ne devrait pas se situer à ce niveau? Parce que souvent, dans plusieurs domaines ici au Burundi, on affirme qu'il y a des textes qui sont bien élaborés pour chaque matière, mais que c'est la mise en application de ces textes et de leur respect qui pose toujours problème. Écoutez, j'étais en train de vous expliquer. Donc, le gouvernement fait son travail et je dois vous dire que plusieurs sensibilisations ont eu lieu. Et je sais très bien que toutes les communes dans lesquelles passe la rivière Nangwa ont eu cette sensibilisation pour la sauvegarde de l'environnement. Et autre chose qu'il faut comprendre, on a essayé de protéger les berges par la plantation, non seulement des herbes fixatrices, mais aussi des arbres qui peuvent fixer les bords. Mais un phénomène peut arriver avant que ces plantes ou ces herbes ne présentent les actions. Alors, ici, il faut comprendre que c'est un phénomène qui est causé par plusieurs facteurs. Donc, qu'il faut comprendre qu'on doit conjuguer les efforts, le gouvernement, la société civile et la population pour pallier à cela. Mais aussi, il ne faut pas oublier, nous sommes burundais, donc je suis burundais, vous l'êtes aussi. Nous avons aussi ce problème qui est lié à l'affection que nous avons sur la terre. Et je sais très bien qu'il y a même des zones interdites qu'on constate par après qui sont en train d'être construites. Pourquoi? Parce que nous avons cet engouement d'avoir où vivre, je ne sais pas comment dire. En Kirundi, on dit très bien donc, avec tous ces aspects, il y a ce risque. Mais si on retourne même dans la Bible,
Vous vous souvenez ce que Jésus disait aux Israéliens? Écoutez, vous cultivez les 6 ans. À la 7e année, laissez la terre se reposer. Laissez la terre en jachère, laissez les animaux brouter. Donc le travail de l'environnement, ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, avec cette action de l'homme, vous comprenez que quelquefois il peut y avoir ce problème, mais ce n'est pas la profanation, ce n'est pas quelque chose qui doit décourager, non. Oui. Ambassadeur Albert Mbonelane, vous militez toujours pour le respect de la nature. Le gouvernement fait son travail, il y a aussi l'action de l'homme. À votre niveau, comment appréciez-vous les efforts des uns et des autres dans la prévention des risques liés aux catastrophes naturelles, surtout ici à Mairie de Bujumbura? Je vous remercie. Je crois qu'ils ont déjà tout dit. D'abord, je commencerai par féliciter le gouvernement, comme le directeur général vient de le dire, et comme le directeur général de la police l'a dit. Au niveau du cadre légal, tout est là. Nous avons le code de l'environnement qui date de juin 2000. Nous avons le code de l'eau qui a été promulgué le 26 mars 2012. Je ne parle pas du code forestier et du code foncier. Tous ces textes-là, s'ils étaient appliqués aujourd'hui, je dirais qu'il y aurait moyen de prévenir les catastrophes auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Le directeur général Omer parle d'un engouement pour tout Burundais d'avoir sa terre, d'y construire, diriger une maison pour vivre principalement. Pensez-vous que c'est la principale cause du non-respect de ces textes jusqu'à arriver à des catastrophes qui endeuillent plusieurs familles ici à Bujumbura? Oui, c'est possible. C'est que, ils vont m'excuser, il y a un ancien vice-président américain, Al Gore, c'est lui qui disait que si nous voulons que l'environnement soit protégé, il faut qu'il y ait une volonté politique. Donc la population, nous pouvons dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Ils cherchent à construire où ils veulent. Mais je me dis que si... Oui, donc je dis que monsieur le directeur général de la police, il est ici, il va me contredire peut-être. Nous avons, j'ai cité le code de l'environnement surtout de 2000 et le code de l'eau de 2012. Si ces deux codes étaient bien respectés, les choses pourraient changer. Mais la volonté politique, ça signifie quoi? Le gouvernement a mis en place un cadre légal qui est vraiment... Bon, il n'y a pas de loi qui soit parfaite, mais on peut toujours corriger, améliorer. Mais si le gouvernement nous donne des textes de loi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veille à la mise en application de ces textes de loi. Je reviendrai peut-être sur le code de l'eau, parce que c'est très important. Nous avons parlé des rives et des rivières qui s'écroulent, qui s'effondrent. Et quand ces rives partent, il y a des dégâts auxquels on a déjà assisté. Les infrastructures, ça peut être les routes, ça peut être les habitations, comme on vient de le voir, comme vous l'avez dit. Mais si nous allons dans le code de l'eau, excusez-moi, je reviens toujours sur cet article 5, dans son alinéa 3, où il est dit que pour le lac Tanganyika, il faut une zone tampon d'un minimum de 150 mètres. Donc, avant de faire quoi que ce soit au bord du lac Tanganyika, il faut veiller à ce que les 150 mètres ont été respectés. Encore que, selon la géomorphologie du sol, le ministre en charge de l'environnement de l'eau peut aller même au-delà de 150 mètres. Mais les 150 mètres, c'est vraiment le minimum. Et puis, pour les rivières qui traversent la ville de Bujumbura, on nous dit qu'il faut respecter une zone de tampon sur 25 mètres de chaque côté. Mais aujourd'hui, c'est là où j'en reviens donc à la volonté politique, ou bien peut-être on va y revenir quand vous allez poser la question, que faut-il faire?
Il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille, qui regarde si réellement cette disposition du Code de l'eau, l'article 5, dans son alinéa 3, est respectée. Il y a des gens, c'est une question que vous avez posée, peut-être les gens qui ont construit avant que le Code ne sorte. Nous allons à l'article 153, excusez. Les personnes, disons, les individus qui ont construit au bord du lac Tanganyika, au bord des rivières Ndahangwa, Moha, etc., avant le 26 mars 2012, ça, on dit que c'est un droit acquis. Mais nous allons sur l'article 155. Il est dit ceci, pour la protection de la biodiversité du lac Tanganyika, le ministre en charge de l'environnement de l'eau, il est autorisé à faire une inspection. Il passe devant un propriétaire pour lui demander « Est-ce que vous pouvez me donner les papiers qui vous ont autorisé à construire ici avant 2012 ?» Si le ministre trouve que la personne dispose, par exemple, un titre foncier, puis le titre, comment est-ce qu'on appelle ça au niveau de l'urbanisme, au niveau de la planification urbaine, vous avez un plan cadastral qui a été signé par le directeur de l'urbanisme, etc. Là, le ministre va dire, vous êtes en ordre. Mais s'il trouve que votre ouvrage ne peut pas cohabiter avec le lac Tanganyika, il vous dit, on va détruire, mais c'est aux frais de qui? Aux frais du gouvernement qui doit vous indemniser parce que vous avez construit en toute légalité. Mais si le ministre trouve que vous n'avez aucun papier qui vous autorise à construire au bord du lac Tanganyika en dessous de 150 mètres, dans ce cas-là, vous détruisez à vos frais. Voilà donc c'est les 3 articles sur lesquels on devrait insister. Mais pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait, disons, je dirais, une commission qui veille à ce qu'il y ait l'observation de ces textes de loi. Alors, pour ce qui est des exploitations, bien des pratiques agricoles, il faudrait que tout le monde se rende compte que la ville de Bujumbura, je ne dirais pas qu'elle est mal située, mais comme le directeur général de l'aménagement territorial a dit, nous sommes en aval des collines qui surplombent la ville de Bujumbura. Et quand il pleut, je ne sais pas si on se pose des questions. Nous disons qu'il y a des pluies diluviennes, comme vous l'avez dit, des pluies torrentielles. Ça pleut sur Isare, ça pleut. Toutes ces eaux coulent vers où? Coulent vers le lac Tanganyika en traversant la ville de Bujumbura. Alors si on ne fait pas attention, je ne dirais pas que demain ça va arriver, mais si nous ne faisons pas attention, si nous continuons à cultiver n'importe comment sur ces collines qui surplombent la ville de Bujumbura, les glissements de terrain vont s'accentuer. Et puis les rivières, quand vous voyez la turbidité des eaux qui coulent dans ces rivières, quand vous voyez comment nous continuons à faire ce que nous appelons le curage, qui n'est pas un curage, nous creusons tout dans les lits des rivières, les risques d'être terribles. Et je ne sais pas s'il aura les moyens de faire face à ces risques. Aujourd'hui, on a certains endroits où il y a des menaces qui sont réelles. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les ménages qui sont déjà établis, le gouvernement a la possibilité de les sommer de déménager et qui doit supporter les frais par rapport à ce déménagement? Est-ce que ça ne sera pas à ce niveau où c'est un peu difficile de prévenir certains risques ici dans la capitale? Ce n'est pas difficile parce que face à cette situation, heureusement, au niveau de la plateforme, ils n'ont pas encore mis en place le mécanisme d'alerte précoce pour dire attention, demain ou bien dans un mois, on risque d'être confronté à telle situation. Mais la responsabilité incombe à qui? Incombe premièrement au gouvernement. C'est ça qui est parce que nous disons, le gouvernement, c'est le papa de tout le monde. Alors, quand nous avons des ménages qui sont dans des situations difficiles, évidemment, il y a une responsabilité. Parce qu'on dit, nous construisons, c'est ce que le directeur général disait, il y a une parcelle là-bas, il y a une terre là-bas, c'est bien que je l'occupe, que je cultive, que je construise une maison, sans se rassurer si réellement cette zone n'est pas à risque. Et puis après, 2 ans, 10 ans, on dit, mais la situation était bonne, attention.
il y a une étude qu'on devrait faire sur la pédologie. Avant de construire, malheureusement, nous n'avons pas cette technique. Nous devrions nous rassurer que cette terre sur laquelle nous bâtissons est prête à nous supporter. Et aujourd'hui, peut-être, je vais donner la parole aux autres. Il y a le pape Benoît XVI qui disait « La terre nous parle, écoutons ce que la terre nous dit si nous voulons survivre ». Alors, nous continuons à cultiver. Il y a un verbe que nous oublions, garder, donc la sauvegarde de la terre, parce que la terre a aussi ses droits. Avant de donner la parole à commissaire de police, Antoine Nemako, il y a un aspect qui est évoqué, peut-être que la lumière pourra être apportée par le directeur général de l'aménagement. Dans la capitale ou dans ses environs, y aurait-il un plan qui interdit la construction des maisons dans certaines localités du fait que les localités présentent de forts risques en termes de structure du sol? Merci de la question. Je dois vous dire que, comme M. Bonnet vient de le dire, que ce soit les textes de loi, que ce soit les outils, tout sont mis à la disposition, que ce soit au niveau des services techniques ou de la population. Qu'est-ce que je vais dire par ici? Et nous avons la délimitation au niveau de la loi, la délimitation de la ville de Bujumbura. Et quand on dit les construire, cela veut dire que vous devez avoir une autorisation de la part des services techniques. Ça, c'est normal. Autre chose qu'il faut comprendre, donc la propriété, c'est quoi? L'article 16 le dit bien du Code des fonciers. La propriété foncière est un droit d'user, de jouir et d'assurer d'un fonds d'une manière absolue et exclusive. Ça, c'est l'article 16. Mais l'article 313 montre les exigences. Les exigences d'avoir réellement l'exclusivité sur le terrain. Quand vous avez le terrain, est-ce que quand vous achetez le terrain, vous avez acheté le terrain pour quelle fin? Vous cherchez le terrain pour quelle fin? Donc, ici, c'est un conseil même que je dois donner quand vous achetez. Il faut même au niveau de contrat d'achat marquer l'usage. À titre d'exemple pour les auditeurs qui nous écoutent, notamment ici à Bujumbura, quelles sont les localités à titre d'exemple qui ne sont pas éligibles aux constructions? Ici, il faut comprendre que au niveau de l'urbanisation, un terrain qui n'est pas aménagé, il est jusqu'à un terrain qui n'est pas propre à la construction. Mais je ne dis pas que c'est un terrain inédificant. Non, c'est des choses qui sont différentes. C'est les études qui déterminent si la localité est constructible ou pas. Donc, avant que les services techniques de l'urbanisme ne déclarent que c'est une localité pour la construction, il ne faut pas vraiment oser. Il faut, si vous voulez construire, demander au moins un conseil, un avis technique au niveau des services techniques. Donc, l'État a mis les services techniques pour ça. Donc, l'État n'a pas mis les services techniques pour payer les techniciens seulement. C'est pour servir à la nation. Et le problème qui est souvent remarqué, c'est que la population va à l'urbanisme pour ne demander que des papiers, alors que la maison est déjà installée. Donc, vous comprenez, on a plusieurs combinaisons des actions qui font que quelquefois il y a des problèmes liés au changement climatique, mais sans oublier l'action d'Europe. Si on parle de cas concrètement, je pense que vous avez visité l'endroit. C'est vraiment un rêve qui est là. Moi, je me suis posé la question, est-ce que quand on construisait dans l'endroit, est-ce qu'il n'y avait pas au moins quelqu'un qui pouvait conseiller avant que les services de l'urbanisme n'interviennent? Parce que, je vous dis la vérité, les services techniques ont constaté en même temps avec vous le problème. Parce que c'est un endroit qui est vraiment méconnu par les services techniques. Et il y a un problème. Vous voyez les maisons qui poussent comme des champignons. Est-ce que c'est le problème de l'urbanisation
ou bien c'est le problème de l'engouement d'être en ville. Là, il faut mélanger toutes ces contraintes. Mais comme il l'a dit, bon, je ne dirais pas que l'État est là pour quand même ne pas comprendre les gens. Et comprendre les gens, il y a plusieurs choses. Donc, pour vous dire que si réellement c'est un quartier aménagé, oui, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des dégâts, mais vraiment, ce sont des dégâts qui sont maîtrisables. Commissaire de police, au niveau de la plateforme, mais également au niveau de la police de protection civile, souvent vous êtes prêt à secourir les familles et la population en cas de catastrophe. En termes de prévention, parce que tout d'abord devrait partir de la prévention, quelle est votre intervention? Est-ce que vous êtes difficile de sensibiliser les gens par rapport notamment à ces constructions pour qu'une fois une catastrophe s'invite, que les dégâts ne soient pas à la hauteur de ceux que nous constatons aujourd'hui? Merci beaucoup. Vous l'avez bien dit, ça devrait commencer par la prévention. Parce que la prévention, quand on mène des actions de prévention, ça coûte moins cher que le relèvement, la reconstruction, la réhabilitation. Donc, il faut que les actions de prévention soient mises en avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, je vous dis que la plateforme est faite comment? C'est fait par les différents ministères. Maintenant, c'est presque 18 ministères qui sont qui ont représenté au sein de la plateforme nationale. Donc, c'est presque l'ensemble du gouvernement. Oui, c'est l'ensemble presque. Donc, c'est là où on met des actions de sensibilisation pour que chacun, dans le ministère sectoriel, donc technique sectorielle, puisse proposer des actions à mener pour venir. Vous avez parlé des rivières en ville de Bujumbura. Chaque ministère qui a à gérer ces rivières, par exemple, il doit faire une étude. Donc, la plateforme peut sensibiliser à ce qu'il y a des études pour au moins le mettre plus ou moins en ordre les lits des rivières. Parce qu'ils ont développé que les pluies de rivières qui tombent dans les hauteurs des contreforts. Maintenant, ils arrivent avec une force énorme, quitte à ce que les lits des rivières ont connu une profondeur anormale. Donc, c'est là qui déstabilise en fait les sols, les berges à travers le quartier. Maintenant, on propose des actions à mener pour rehausser encore une fois les lits des rivières, au moins l'établir dans le niveau où ils étaient. Parce qu'on a vu que même le niveau de la nappe phréatique maintenant se trouve au-dessus des lits des rivières. Quand la nappe phréatique se trouve au-dessus des rivières, donc le sol, les berges s'effondrent. Donc il y a des éboulements. Donc il faudra que les actions, peut-être dans les questions ou qu'est-ce qu'il faut faire, mais j'aimerais déjà sur cela. Au niveau de la plateforme, on propose ces actions à ce que, au moins de la gestion des rivières, on puisse pour stabiliser ces berges, il faut établir dans tous les cas les lits des rivières. Au niveau de la zone en amont, là où tout provient, il faut que les bassins versants soient protégés également. Réaménagement, reboiser ces bassins versants, faire des creusements des fosses anti-érosives, ainsi de suite. Il y a des actions pour prévenir qu'il y a des catastrophes. Et il y a moyen au moins d'atténuer. Ici en ville, comment atténuer maintenant ce qui est déjà là? On n'arrive pas à demander à tout le monde à évacuer les lieux. C'est vrai, les gens qui habitent déjà dans des zones à haut risque. Vous l'avez notamment recommandé à certains ménages du quartier Winhere, par rapport à la fissure qui menaçait leurs habitations. Oui, on était ensemble avec le directeur général de l'aménagement du territoire. On a constaté qu'il y a certains ménages, une quarantaine de ménages, qui doivent absolument quitter l'endroit. Pour les autres aux environs, si les moyens se trouvent, il faut maintenant voir comment gérer les eaux. Parce que le risque qu'il court là-bas, c'est dû à un manque d'aménagement, à un manque d'organisation des eaux. Donc, au moins les cantons de ménages ont eu ce problème.
ils ont occupé un terrain qui n'était pas viabilisé. Donc, les eaux n'ont pas connu d'eau canalisation. Donc, il faut au moins les gens qui ne sont pas touchés maintenant puissent avoir une canalisation. Aussi, également, pour un conseil à ces gens, les autres, il faut qu'ils apprennent à gérer les eaux des toitures. Il faut qu'ils creusent les fosses pour gérer les eaux pluviales. Donc, pour ne pas laisser en l'air les pluies des toitures, c'est là qu'ils se fragilisent en fait. Si le gouvernement a les moyens, c'est les actions à court terme pour sauver au moins les gens qui restent. Je dis au moins. Mais le problème, c'est que Winere connaît des problèmes, c'est qu'entre-temps, Karurama, en amont, encore une fois, il y a beaucoup de maisons qui sont en train d'être érigées. On parle de et le problème risque d'être cyclique et finalement sans solution. Voilà. On parle maintenant du cas de Winterekwa. Évidemment, il faut étendre les actions ailleurs par la sensibilisation. Interdire d'abord à certains endroits les constructions sans qu'il y ait un plan d'aménagement. Il faut interdire à tout prix. Il faut prendre ses responsabilités. Parce qu'apparemment, on a constaté que les gens qui construisent précèdent les actions qui devraient avoir avant. Donc, il devait y avoir en principe un plan d'occupation délivré par les services d'urbanisme. Maintenant, on constate on veut aller réaménager les quartiers alors que c'est déjà occupé des villas, vraiment, donc de belles villas qui sont déjà là, qui sert difficile de démolir. Maintenant, il faut que les gens attendent qu'il y a des plans pour avoir l'autorisation, des plans au mieux qu'il y a un plan d'études, avec une étude géologique qu'il faut dire qu'il y a. Vous avez posé la question au directeur général de la territoire. Est-ce qu'il y a des zones non constructibles? Oui, il devait y en avoir. L'expertise, on en a au pays dans tous les cas. Il faut qu'on puisse avoir une cartographie des zones à risque. On n'a pas encore, c'est vrai, mais il faut à tout prix. Winterekwa nous a fait un clin d'œil. Donc, il faut qu'on puisse avoir une cartographie des zones à risque pour au moins anticiper sur les risques éventuels, pour au moins permettre quelqu'un à investir à un endroit sûr. C'est vrai, on avait l'habitude de construire n'importe où, sans qu'il y ait une étude. Mais l'autorisation de construction, certainement, il n'y avait pas, je ne sais pas dans les permis de construire, quels documents il y a, pour au moins ce document d'études géologiques, mais il faut que maintenant, au moins, une étude à un niveau, à 2 étages, à 3 étages, qu'il soit obligatoire, qu'il y ait un plan. Parmi les plans, il faut inclure une étude géologique. Ambassadeur Albert Mbonerane, finalement, le problème reste toujours patent. On a d'un côté des risques liés aux catastrophes naturelles qu'on ne pourrait pas peut-être éviter en général, mais également il y a aussi l'engouement des gens pour construire et un manque de plans sur le sol qu'il faut construire à mairie de Bujumbura, et aussi cette difficulté des fois à demander aux gens de détruire les maisons si elles sont construites sur un sol qui n'est pas approprié. Finalement, le risque d'être un risque perpétuel ici à mairie de Bujumbura par rapport à ces catastrophes naturelles. Je crois que beaucoup de choses il a déjà dit. Maintenant, il faut se lever. Maintenant, il faut dire que faut-il faire? Parce que le constat, il est là. Nous avons des gens qui se sont attribués peut-être des parcelles, surtout quand nous allons au Winterekwa, on va vous dire que c'est une zone rurale, donc ça semble ne pas intéresser l'urbanisme. Mais c'est quand même dommage parce que nous disons que c'est la ville de Bujumbura. Et il devait y avoir un plan d'urbanisation de la ville de Bujumbura et nous dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, si on ne se réveille pas, la situation risque de s'aggraver. Et comme il a dit, la prévention coûte moins cher que ce que le gouvernement va dépenser pour venir en aide à ces personnes qui font face aux dégâts aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est Winterekwa, mais demain,
quand je vois les effondrements des rives de la rivière Ntahangwa, par exemple, si vous allez du côté de Kigobe, si vous montez à Mugoboka, si vous allez du côté de Kanyosha, la rivière de Kanyosha, nous disons pour les rivières, il y a ce que nous appelons le lit inférieur et le lit majeur. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut aujourd'hui dire quelles sont les limites du lit mineur de la rivière Kanyosha. Quand vous voyez combien le lit s'est agrandi, on peut se poser la question, c'est lié à quoi? D'abord, il y a l'érosion qui vient de l'amont de la ville de Bujumbura. Et puis après, je reviendrai sur peut-être au niveau de la direction générale de la police, quand on fait le curage. Maintenant, peut-être nous parlons des rivières que nous voyons ici. Il faudrait qu'un jour, on fasse une visite sur la rivière Mutimbuzi. Vous allez voir comment les gens continuent à creuser, alors que quand on parle de curage, il faut la définition, c'est vous prenez, disons, ce que la rivière vous amène. Mais quand je passe là-bas, quand je observe comment ils prennent les pelles et puis ils creusent dans le lit de la rivière, qu'est-ce que vous voulez que demain la rivière dise? C'est une catastrophe, hein? Et puis, autre chose, le gouvernement, je plaide pour le respect des textes de loi. Moi, je suis un peu gêné quand nous voyons le code de l'environnement. Vous allez me permettre peut-être de vous lire un article qui m'intéresse souvent. Quand vous sortez de la ville de Bujumbura, nous entrons dans la commune de Mutimbuzi, juste à Karama. Vous allez voir les trous, disons, qui sont là-bas. On a exploité, disons, on a cherché de la terre, disons, rouge, etc. Mais on a creusé. Après, ils sont partis. Alors que et cela n'empêche pas que les gens y construisent des maisons. C'est ça que je ne comprends pas comment. Il faudrait passer peut-être de prendre une photo. Vous allez trouver quelqu'un qui vient de construire une maison. Il n'y a pas 2 ans, 3 ans, juste au bord d'un grand trou. Et comment est-ce que demain il va dire j'ai investi? Si la maison s'écroule, il va encore une fois dire, je m'excuse, hein, il va dire il faut que le gouvernement vienne à mon secours. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est au niveau de l'exploitation des carrières. Là, quand on cherche de la terre rouge ou bien de l'or, je ne sais pas. Mais pour ce cas-là, il est dit aussi, les travaux de recherche minière, etc., des carrières doivent respecter les études d'impact environnemental. Mais à l'article 36, sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article précédent, les permis, autorisations ou concessions de recherche ou d'exploitation des carrières ou des substances concessibles ne peuvent être octroyés que dans le respect des exigences imposées par la procédure d'étude d'impact environnemental. Or, si on faisait cette étude, on pourra dire, voilà, ici c'est une zone constructible ou non constructible. Et puis après, celui qui fait l'exploitation, il est dit qu'il doit remettre en état non seulement le site même de l'exploitation, mais aussi les lieux affectés par les travaux et installations liées à cette exploitation, les modalités de cette remise en état étant fixées par voie réglementaire. Maintenant, on creuse, on demande à la terre, on a pris tout, après on s'en va. Alors qu'on peut identifier la personne qui avait eu le permis d'exploitation, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réaménagé? Les conséquences vont tomber sur qui? Parce que quand ça va glisser, vous allez voir, il y a l'infrastructure, la route. Vous savez combien coûte la construction d'une route. Les maisons vont tomber. Je ne parle pas des maisons. Des personnes vont mourir. Des fois, je me pose la question, est-ce que nous avons le couvrement des personnes qui meurent? Donc, face à tout cela, on devrait faire attention. Et donc, je voudrais revenir à ce qu'il disait. Ce n'est pas encore tard, mais il faut que le gouvernement se réveille et il va faire un plaidoyer. Il faut qu'il y ait en police vraiment de l'environnement. En police de l'environnement, d'expérience en 2004-2005,
il y avait cette police de l'environnement, et puis il faut leur apprendre tous ces textes de loi, le code de l'environnement. Qu'est-ce qu'on va appeler infraction? Disons, si nous trouvons quelqu'un qui a construit dans une zone à risque, il faut vraiment avoir le courage de lui poser la question, pourquoi est-ce que vous avez construit ici? Qui vous a donné l'autorisation? Sinon, si nous restons les choses comme ça va être difficile. Je reviens sur ce qu'il disait. Il faut qu'on fasse vraiment un programme d'aménagement des courbes de niveau sur ces collines qui surplombent la ville de Bujumbura. Je dirais que c'est prioritaire. Sinon, si on ne canalise pas, si on ne donne pas une occasion aux eaux pluviales de s'infiltrer dans le sol, si ça continue à couler avec l'érosion que ça fait, les montagnes vont tomber et puis vous allez voir la sédimentation. Ces rivières vont nous apporter beaucoup de choses. Un instant, je vais terminer. Et puis, il y a comme je le disais, le curage. Il faut qu'il y ait un curage vraiment normé. Qu'on dise, voilà, ici, on peut faire le curage. Le code de l'eau le dit clairement. Avant de faire le curage dans une zone, il faut qu'il y ait une autorisation. Et après, il faut vérifier si réellement, il faut qu'il y ait un suivi pour voir si l'exploitation, disons, le curage se fait selon les normes. Et puis, je vais terminer par là. Il faut qu'il y ait vraiment, je reviens sur la volonté politique. Moi, je suis fatigué. Quand le président signe un texte de loi, on dirait que c'est lui qui doit veiller à sa mise en application, alors qu'il a des gens qui le représentent depuis la colline jusque, vous avez la colline et la zone, etc., le maire de la ville ou bien le gouverneur. Jusqu'au ministère. Jusqu'au ministère. Mais le ministère, je laisse, mais lui ne peut pas aller sur toutes les collines. Mais si on demandait aux chefs de colline, aux chefs de zone, aux administrateurs de donner disons, un état des lieux sur la situation de l'environnement dans leurs zones, dans leurs communes, les choses changeraient. Sinon, il n'a pas... c'est vraiment large. Donc, c'est une implication de tout le monde. Et là, je vais terminer par cet article 4. Disons, la conservation, c'est le code de l'environnement. On dit la conservation de l'environnement, le maintien ou la restauration des ressources naturelles, la prévention, etc. Ça concerne tous les Burundais. C'est pas dire que c'est tel qui est chargé. Il faudrait que je me pose la question, quelle a été ma contribution pour la protection de l'environnement? Parce que l'environnement, nous disons, comme le pape François vient de le dire, c'est la maison commune. Quand l'environnement n'est pas du tout protégé, on ne va pas parler de la santé, le développement durable, ça ne marche pas. Parce que les ressources naturelles, la colline, etc., tout ça, ça fait partie de la protection de l'environnement. Entre autres mesures, faudrait-il laisser la population être conscientisée ou faudrait-il également envisager des sanctions par rapport à ceux qui sont réticents? Parce que, à entendre le directeur général de l'aménagement du territoire, il dit que ils sont confrontés à l'insensibilité de la population par rapport au respect de l'environnement. Ok, il y a la sensibilisation, mais je me dis que des fois, ce mot sensibilisation gêne, il le sait, avec les différents partenaires, que ce soit pour le code des fonciers. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vulgariser le code des fonciers? Qu'est-ce qu'on a retenu? Le code de l'eau, je travaille pour la coopération allemande. Quand je vois ce que la coopération allemande a fait pour appuyer le gouvernement à mettre en place le code de l'eau, et puis à vulgariser le code de l'eau dans tout le pays, dans toutes les provinces. Mais aujourd'hui, aller poser la question à l'autorité, parce que le texte avait été donné aux gouverneurs, aux administrateurs, etc. Maintenant, je ne sais pas s'ils continuent à lire ces textes-là. Donc la sensibilisation, c'est... Maintenant, il faudrait poser la question peut-être, s'il y avait des moyens, je demanderais au directeur général un jour de réunir les administrateurs pour faire un examen, un test pour voir si réellement ces codes servent à quelque chose. Le code de l'environnement, le code le code des fonciers, le code des forestiers, le code de l'eau, ce sont des outils que le gouvernement a mis à la place de la population. Mais j'ai l'impression que si le gouverneur, si l'administrateur, le chef de zone, le chef de colline prenaient conscience qu'il revient à eux de veiller à ce que les textes de loi qui ont été promulgués par le président de la République sont respectés. Ne fût-ce que dans leur zone, les choses vont changer. Mais si nous continuons à nous taire, je ne sais pas, on va dire toujours le gouvernement doit venir à notre aide, alors que le gouvernement nous a donné des outils
à utiliser pour le respect de l'environnement. L'homme est à la première place de l'environnement. Tout ce que nous disons, protéger l'environnement, c'est pour le bien-être de cette personne humaine. Comment est-ce que nous détruisons d'abord la maison qui nous concerne tous? Directeur général Oménion, qu'est-ce que vous comptez faire pour que l'espoir de ambassadeur Albert Mbonelane soit une réalité? Pensez-vous que l'action gouvernementale est plus que nécessaire par rapport aux dangers encourus par la population de la mairie de Bujumbura? Bon, merci. Je ne suis pas fâché, mais aussi je ne suis pas content parce que toutes mes solutions, monsieur l'ambassadeur vient de les dire, mais c'est comme ça. C'est à défaut de dire, c'est ce que j'allais dire. C'est à défaut de dire. Parce qu'il y a des gens qui se disent, écoutez, c'est ça que j'allais dire, parce qu'il n'a pas dit. Alors, quand on est entré ici dans le studio, j'ai commencé à m'imaginer aujourd'hui même, combien de fondations qui sont en train d'être montées, combien de fondations sont en train d'être construites dans des zones supposées interdites. Aujourd'hui même, alors que on a constaté tous ces problèmes. Alors, il y a ce qu'on appelle le refus du désespoir, ça c'est la philosophie. Donc, Sékou Touré, c'est un philosophe africain, a dit ceci: tout a été dit, mais rien n'est compris. C'est très important. Ici au Burundi, le gouvernement a tout mis en place, mais j'ose dire, presque rien n'est compris. Pourquoi? Quand le gouvernement a mis en place tous ces textes de loi, des outils pour protéger, qu'est-ce que vous voulez? Mais lorsqu'une loi est dictée, c'est qu'elle porte des sanctions. Est-ce que vous actionnez ces sanctions pour punir ceux qui érigent ces constructions dans des endroits qui ne sont pas recommandés? Personne n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est le principe du droit, même si je ne suis pas juriste. Et une solution est là. Nous avons une administration bien organisée. Jusqu'à avoir celui qui ne gouverne que 10 maisons qu'on appelle Nyumba Kumi en Kiswahili. Est-ce que dans cet endroit où la maison est en train d'être érigée, il n'y a pas cet administratif? Donc, un appel vibrant, ça ne concerne que les administratifs à la base. Donc, qu'ils prennent conscience en premier lieu. Donc, même ces achats, ce sont ces administratifs à la base. Et je ne suis pas à l'aise parce que je ne vois pas un représentant de l'administration du territoire. Donc, l'administration burundaise est bien organisée. Alors, j'interpelle vraiment l'administration à la base de s'impliquer dans ces constructions anarchiques. Et il a le plein droit d'interdire quiconque est en train de construire sans permission. Mais le problème qu'il y a, je ne sais pas comment. Est-ce que vous ne renvoyez pas la balle à une autorité qui n'a pas assez de compétences et que peut-être vous qui devrez le faire? Non, parce que même c'est l'administration qui alerte lorsqu'il y a ces problèmes. Donc, c'est la solution d'avant, donc prévenir. J'interpelle vraiment l'administration à la base d'être vraiment réelle, que ce soit au niveau du ministère technique. Donc, l'administration reste centrale. Que vraiment il n'y ait plus une construction dans un endroit supposé vraiment dangereux. Alors que nous avons nos yeux, nos amis de l'administration, qui disait vraiment cette amabilité de renvoyer celui qui veut construire au moins au service, dans des services techniques. Ce n'est pas pour lancer la barre dans notre cas, non. C'est question d'entraider. Parce que si réellement le code des forestiers, le code des fonciers, le code de l'environnement n'est pas compris par l'administratif à la base qui ne gouverne que 10 maisons. Est-ce qu'il a été conscientisé? Bien sûr, bien sûr. Si vraiment cet administratif ne comprend rien, donc ne comprend rien, sachez que tout ce que nous sommes en train de dire, tous les efforts que le gouvernement est en train de faire, ça va être roulé. Ça va être roulé dans la farine, c'est normal. Donc, je peux même dire qu'on donne les administratifs à la base tout ce qui est nécessaire pour vraiment mettre l'application. Donc, parce que c'est un fait qui est là.
Je ne peux pas construire, je ne peux pas acheter une parcelle dans un quartier quelconque sans avoir d'ordre administratif. Le chef de quartier doit m'approuver, le chef de colline doit approuver cette vente. Mais quand il y a des constructions, vous comprenez que quand même l'administratif voit tous les jours donc, cette entité dans laquelle il gouverne. Donc, et quand l'administration à la base va être consciente, nous allons nous retrouver dans cette même fait, mais aussi longtemps que les administratifs à la base n'ont pas encore compris ça. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tous les efforts que le gouvernement essaie de faire, ça va être dans la farine. Je vous remercie. Commissaire de police Antoine Nemako, au niveau de la contingence et la prévention des risques de catastrophes, qu'est-ce qu'il faudrait faire avant que ce risque se produise pour que les catastrophes ne soient pas vraiment une préoccupation pour le gouvernement, surtout en cas de difficulté posée surtout par l'action de l'homme? Merci. D'abord, partant d'un état des lieux qui est déjà là, par rapport à certains quartiers à haut risque, c'est-à-dire les quartiers périphériques de la ville de Bujumbura, qui sont installés de façon anarchique. Il faut peut-être voir comment rapidement faire un réaménagement. Au mieux, bon, ils nous écoutent certainement à ce qu'au moins ils sachent comment gérer les eaux, les toitures, les eaux pluviales. S'il n'y a pas encore de viabilisation, qu'ils sachent gérer l'eau. Pour les mesures d'atténuation au risque de catastrophe dans ces quartiers le long des rivières, ça n'appelle au gouvernement, aux autorités, nous ne faisons pas de gouvernement, comment limiter la vitesse de l'eau dans ces rivières. Il faut peut-être l'établir. Une expérience a été vécue sur le Moha et ça produit des résultats visibles. Donc il faut qu'il y ait des barrages successifs pour couper ou diminuer le rythme et que les alluvions qui arrivent des collines puissent au moins prendre le temps et stopper. Donc les lits de rivière pour encore une fois être relevés. Comme Ramassane Boudin l'a dit, dans les hauteurs, il faut à tout prix des grands projets. C'est déjà commencé à travers le projet Ewe Burumda Mbaye. Il faut continuer, mais il faut également le traçage des fosses anti-érosives. Et c'est urgent. C'est urgent aux gens, aux particuliers, et aussi, il faut qu'ils soient sensibles. Donc l'affaire de la prévention, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut ils puissent être sensibles et qu'eux aussi, ils sont responsables des actions de prévention. Mais entre-temps, il y a des situations, notamment par exemple sur les rives Nahangwa, oui. Si rien n'est fait, le problème risque de s'amplifier. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moyens pour essayer de rétablir les endroits qui sont menacés? Peut-être que pour l'avenir, ces endroits ne soient pas en potentiel de risque. Oui, il y a un élément dont il a parlé l'ambassadeur Modène Lané, c'est par rapport au curage. Le gouvernement a pris l'affaire en main. Il a donné le dossier à une société pour le suivi, pour encadrer les équipes bien identifiées, c'est les services des services techniques municipaux. Parce qu'il y avait des opérations plus ou moins anarchiques avant. Peut-être le cas de Mutimbuzi, peut-être on va se pencher vers le cas également. C'est dans Bujumbura rural. Donc peut-être là aussi, il faut qu'on suive. Sinon, on demandait également un rappel. Et par rapport à la mise en application des codes, comme vous le disiez, toutes les administrations, il y a des plateformes. Donc il y a les structures décentralisées des plateformes. L'administrateur est le président de la plateforme communale. Le gouverneur également. Cette émission doit servir également d'un clé d'œil. C'est presque une remarque, c'est vrai. Puisqu'ils ont des outils de suivi. Les sanctions
sont-ils prévus dans ces codes? Dans tous les cas, ils savent comment faire, et le gouverneur, et les administrateurs. Il faut que maintenant, comme ils le font, et je sais qu'ils font au moins pour les actions pour le développement, il faut également pour les actions de prévention des catastrophes, ils puissent mettre en œuvre. Ils ont ça dans le tiroir. Ils veulent maintenant sensibiliser les chefs de colline, les chefs de zone, leur indiquer quoi faire. Et puis, si je revenais par rapport à la gestion des eaux. Des eaux, s'il n'y a pas de quartiers non viabilisés, il faut que les gens sachent. Ce n'est pas seulement à Bujumbura. Il faut qu'on sache quand on a une belle maison moderne, s'il n'y a pas de canalisation à côté, il faut que au moins les eaux des toitures, dont pluviales qui viennent des toitures, soient gérées dans l'enclos même. Donc voilà au moins les actions de prévention et d'atténuation. Parce qu'on peut prévenir, mais également quand les choses sont déjà là, il y a des actions de prévention pour atténuer si jamais, donc pour que l'impact d'une urgence quelconque arrive, donc l'impact peut être atténué. Voilà. Ambassadeur Bonnet-Lané a un mot à dire, juste une minute et demie pour que nous clôturons notre émission. Ok, je voudrais renforcer ce qu'il vient de dire pour les courbes de niveau, pour lutter contre l'érosion, parce que nous les connaissons en amont de Bujumbura et les risques sont là. Qu'est-ce qui empêcherait qu'un jour, ne fût-ce qu'un samedi par mois, il y ait des travaux communautaires associant les gens de Bujumbura rural, disons commune Isare ou Kanyosha, et les habitants de Bujumbura pour dire maintenant nous allons nous mettre ensemble pour tracer, même si on ne traçait qu'une seule courbe de niveau, sur, disons, 1 kilomètre, au moins un samedi, on va gagner. Parce que nous disons, ça vient de la ville, plutôt des chroniques sur la ville de Bujumbura. Les gens de Isare peuvent dire, c'est leur affaire. Mais si nous nous levons, que nous mettons ensemble pour montrer que la situation nous concerne tous, les choses peuvent changer. Et puis, ce que le DG Omer a dit, l'administration à la base. Le directeur général ne peut pas être partout. Le ministre ne peut pas être partout, mais si l'administrateur est sensibilisé et qu'il s'implique à veiller au respect des textes de loi qui sont là-bas, s'il trouve qu'il y a, disons, quelqu'un qui a fait l'infraction et qui ne veut pas obéir, c'est à l'administrateur de la commune d'appeler le directeur général pour lui dire « Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Sinon, c'est lui qui maîtrise l'information. Le lundi de la semaine, il y a des réunions pour la sécurité. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas la question de l'environnement, la question de l'eau, etc. Comme ça, il rassemble toutes les informations, il va agir, il a une police. S'il y a quelqu'un qui dit « je ne respecte pas ce que vous me dites », il appelle le directeur général de la police, le directeur général. Si lui, il échoue, il y a le ministre qui est... Et puis ça, quand ça arrive au conseil des ministres, des mesures vont être prises. Mais si nous continuons nos termes, alors ça sera difficile. Un autre conseil, je voudrais vous demander d'interdire aux gens qui construisent, qui cultivent dans la zone d'Ogisio, nous sommes dans la zone de Kanyosha, d'arrêter tout ce qu'on est en train de faire, parce que c'est une zone humide, on continue à cultiver, etc., à construire. Demain, si le lac Tanganyika revenait au niveau où il était en 1963-64, il y aura beaucoup de dégâts. Et on va dire encore une fois, il faut que le gouvernement vienne à notre secours, alors que nous pouvons prévenir tout ça. La contingence ne sera plus possible. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça la difficulté. Je termine par ce que disait Albert Einstein. Le monde que nous vivons aujourd'hui est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui voient le mal qui se fait et qui se taisent. Nous détruisons tout à la base, et nous nous taisons, et puis après nous allons dire qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, c'est par ces mots, ces conseils que nous clôturons l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, on parlait de l'environnement et les menaces et les risques qui sont à la portée de la ville de Bujumbura ainsi que ses habitants. Au studio, nous étions avec 3 invités. Nous remercions
Omer Niyonkuru, directeur général en charge de l'aménagement du territoire, également membre de la plateforme nationale de la prévention des risques des catastrophes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Même à la prochaine occasion, je serai présent. Nous disons également merci au commissaire de police Antoine Nemako, directeur général de la protection civile et président de la plateforme nationale de la prévention des risques et des catastrophes. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Je vous remercie également. Nous disons également merci à l'ambassadeur Albert Mbonelane, expert en environnement et activiste écologiste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Merci beaucoup et bravo pour ce travail. Le message va atteindre beaucoup de Burundais et les choses vont changer, espérons. À la réalisation, c'était Léonce Vitalio, Erika Dogo assuré la technique. Pacifique Chubahiro au micro de Mosaïque. Je vous souhaite de continuer de suivre les émissions de la radio Isanganiro.